Est-ce qu'on doit appeler un expert en bâtiment uniquement quand c'est la catastrophe? La réponse, tu la devines, c'est non et c'est exactement ce dont on va parler avec Arnaud aujourd'hui. Arnaud Chomet, il est expert en bâtiment, il a accepté de venir sur le podcast Chéri on construit. Tu le connais peut-être déjà sur Instagram où il partage son quotidien d'expert avec beaucoup d'humour, de pédagogie et d'études de cas. Et aujourd'hui, il a accepté de venir nous parler de ce que fait vraiment un expert, à quel moment on peut l'appeler sur un projet de construction neuve et aussi comment vérifier s'il est légitime pour venir, conseiller et vérifier une construction et surtout, il va nous expliquer comment on évite des erreurs qui peuvent potentiellement coûter très cher et peut-être, éviter que, tu passes sur zone interdite avec ta construction. C'est un épisode que j'ai voulu concret et utile. J'ai pas mal de clients qui font appel à des experts pour venir les épauler sur le suivi de chantier. C'est vraiment une spécialité et il y a une méthode derrière tout ça et donc j'ai eu envie d'inviter un expert pour te parler de ce rôle qui peut être très intéressant pour toi si tu as peur de te trouver novice et de ne pas t'y connaître en construction et d'avoir quelqu'un pour t'épauler et vérifier ce qui se passe sur ton chantier. Je te souhaite une très belle écoute et je te dis à tout à l'heure. C'est un épisode que j'ai voulu concret et utile et j'ai pas mal de clients qui font appel à un expert pour le suivi de leur chantier et la vérification à des étapes clés. Et donc, je trouvais intéressant d'interviewer cette profession ici au micro de Chéri on construit. D'ailleurs, si ces interviews de professionnels, les histoires de construction te plaisent, tu peux aller m'encourager en allant noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux même me poser des questions ou laisser un petit commentaire sur Spotify. Ça me fait toujours plaisir. J'y réponds. Et puis, forcément, ça m'encourage à en créer d'autres. Donc voilà, je te laisse avec l'épisode avec Arnaud Chomet, expert en bâtiment. Bonne écoute. Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue sur le podcast où on parle maison neuve, construction, projet de vie. J'ai créé Chéri on construit pour toi qui veux faire construire ta maison. Entre les contrats, le choix du terrain, les plans, le budget, le timing et tout ce que tu entends, tu te sens perdu? Je te comprends. Tous les 15 jours, je te partage ici mes conseils concrets et des réflexions pour te permettre de bien préparer ton projet. Je reçois aussi des professionnels qui t'apportent leur expertise et des propriétaires qui ont déjà vécu l'aventure pour qu'ils te partagent leur expérience. Mon objectif ? Que tu vives ton projet sereinement en sachant exactement où tu vas. Prêt à construire ? Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Arnaud, comment vas-tu ? Bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Bon, tu es dans ta voiture au moment où on enregistre. Tu es Eh entre oui. 2 expertises et je suis ravie que tu prennes le temps quand même de venir, parler de ton métier. Tu es Arnaud Chomet, expert en bâtiment. Tu partages ton métier sur Instagram. Je mettrai, le lien de ton compte en description avec, des conseils, des constats aussi. Tu filmes, pas mal tes interventions. C'est comme ça que je t'ai découvert et j'ai beaucoup aimé. Et je t'ai invité parce que je trouve que le métier d'expert est mal, connu. On a tendance à penser qu'il faut l'appeler quand c'est la catastrophe déjà et c'est voilà, l'expert, il est lié aux assurances, enfin, on n'a pas envie de vous voir vraiment en règle générale et j'avais envie, voilà, de faire un point sur ce métier-là, pour savoir à quoi sert réellement un expert, à quel moment et comment on fait appel à un expert et comment se déroule une expertise. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Est-ce que, pour démarrer, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr. Alors moi, j'ai un parcours quand même qui est un peu spécial. C'est vrai? Oui, quand j'étais étudiant et jeune, en fait, je savais pas trop quoi faire. Donc je me suis lancé dans des études, D'accord. en espérant trouver ma voie en faisant les études. Bon, c'est pas du tout ce qui s'es passé. En fait, OK. j'ai un bac mécanique, ensuite j'ai un DUT sciences et génie des matériaux, une licence de maths, une licence de physique-chimie et j'ai fini ingénieur matériaux. OK. Tu aimes bien l'école quand même? J'aime bien la science. Tu aimes J'aime bien bien la tout ce qui est science? technique et la science. OK. Et du coup, après, je me suis mis à travailler. J'ai fait quelques boulots. J'ai eu une belle petite expérience chez Vinci Construction, D'accord. ce qui m'a emmené dans la voie du bâtiment. OK. Puisque avant ça, je n'étais pas dans le bâtiment. Pour même tout te dire, je travaillais dans la microélectronique. Donc ça n'a absolument D'accord. rien à voir. Rien à voir. Oui, et ça a commencé à me plaire. Je trouvais ça très intéressant. Le monde était vraiment sympa. Les gens dans le bâtiment sont plutôt sympas. Et, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Et puis, un événement familial personnel très important m'a amené à démissionner de chez Vinci Construction. D'accord. Je me suis retrouvé tout seul avec mes 3 enfants et là, il fallait que je trouve une solution pour m'occuper de mes enfants, mais aussi
travailler et bien gagner ma vie puisqu'il fallait quand même subvenir aux besoins de toute la famille. OK. Et donc c'est là où j'ai pris la décision de me mettre à mon compte, donc très jeune, très tôt. Ce qui a été, je pense, le meilleur choix de ma vie au niveau professionnel, me mettre à mon compte. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours été à mon compte, j'ai plus jamais été salarié. Ça fait combien de temps? Vous avez deviné mon âge peut-être à force, mais ça doit bien faire une vingtaine d'années? Pas Presque 20 ans? j'ai pas posé la question de l'âge, hein. Moi, Non, il faut tu pas, vois? Non. il faut pas. J'ai bien Et compris. et du coup, je me suis lancé dans la maîtrise d'œuvre pour être précis. D'accord. Pas dans l'expertise tout de suite, dans la maîtrise d'œuvre. Et j'avais, dans la majorité des cas, des marchés privés, donc des particuliers qui avaient des projets de construction, de rénovation ou d'extension. Et OK. puis j'avais parfois aussi des marchés publics, mais ça, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et au bout d'une quinzaine d'années de maîtrise d'œuvre à mon compte, je pensais en avoir fait un petit peu le tour, donc je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour changer un petit peu, de typologie de travail et changer un peu mes journées aussi?» Et là, bah, voilà, je pense que c'était un petit peu la suite logique. Je me suis mis à mon compte, en tant qu'expert en bâtiment. D'accord. Tout en faisant bien sûr des formations pour être habilité à l'expertise judiciaire, pour, me spécialiser dans les fissurations. Enfin, il y a pas mal de choses quand même que j'ai dû faire à côté. L'expérience seule ne suffit pas. Hyper intéressant. On va Ouais, en reparler des formations aussi, c'est des choses que j'ai regardées aussi quand j'ai lancé Chéri on construit, tout ce qui était AMO et cetera et j'ai découvert des formations, qui parlaient des fissures et cetera, que je n'ai pas faites parce que voilà, je fais autre chose mais j'ai découvert pas cet univers-là, mais ce côté de formation pour, notamment les experts, les fissures, et c'est passionnant en fait, je pense qu'un jour je le ferai. OK et donc tu t'es toujours à ton compte, tu fais plus de maîtrise d'œuvre aujourd'hui, tu es expert. c'est ça exactement et je m'éclate dans mon métier. Ben, on voit ça, ça a l'air très, très cool et puis ça parle, aussi aux gens parce que tu as quand même 50 000 personnes qui te suivent donc sur Instagram, j'ai vu que tu avais une page YouTube mais j'ai pas réussi à aller dessus mais en tout cas, c'est des sujets qui touchent tout le monde, de près ou de loin. Ouais, en fait, c'est ça. On a une page Instagram qu'on essaie d'alimenter de manière très régulière avec des sujets, assez, divers. La seule limitation, en fait, sur Instagram, c'est le temps, qu'on nous donne, en fait, pour expliquer les choses et du coup, d'où l'intérêt pour nous d'avoir créé cette chaîne YouTube, dans laquelle il n'y a pas encore de vidéos, mais elles sont déjà tournées. Il y en a quand même quelques-unes qui OK, sont, c'est pour ça que j'ai pas dans la pu voir boîte. rien du tout. Oui, OK, oui, donc ça va arriver très prochainement. On va avoir des belles vidéos, des trucs assez sympas, qui seront du coup des vidéos beaucoup plus longues. Il y aura différents formats. Il y a des formats où en fait on va interviewer des professionnels du bâtiment qui ont un rôle clé dans un projet de construction ou de rénovation. OK. Et puis on va aussi des fois mettre en avant, un sujet précis, par exemple le sujet de l'humidité ou le sujet des fissurations. Mmh. Donc ça va dépendre un petit peu des dossiers qu'on va avoir. OK, hyper intéressant. Bah, de toute façon, tu parlais aussi tout à l'heure de tes formations et bah, du métier que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est un expert en bâtiment? À part le type qu'on doit appeler ou que l'assurance fait venir à la maison quand on a un dégât Mmh. quelconque, c'est quoi un expert en bâtiment? Et voilà, on va commencer par cette question-là. Alors je vais donner ma définition de l'expert en bâtiment, puisqu'en fait il y a Ouais, différents types d'experts en bâtiment et ça on le sait pas forcément. Il y a les experts judiciaires, les experts d'assurés, les experts d'assurance, pour schématiser en gros. Alors, d'accord. ma définition de l'expert d'assurance, de l'expert, pardon, que je suis, qui est donc expert indépendant, OK, c'est, bah, quand on a un problème, on m'appelle et j'essaye de trouver l'origine des problèmes et d'en donner éventuellement des préconisations. Et c'est très vaste comme métier, parce qu'on peut m'appeler aussi bien quand il y a des conflits sur un chantier avec des artisans, mmh, que, quand il y a un désordre avéré, par exemple avec des fissures, ou, on m'a déjà appelé pour faire des attestations de décence de logement, par exemple. OK. Donc en Ah oui, fait, c'est le vaste. l'idée de l'expert, c'est d'être les yeux et les oreilles qui vont permettre d'analyser une situation et de la comparer par rapport aux normes éventuellement, et de donner, vraiment un compte rendu le plus complet et précis possible et ce compte rendu va permettre aux personnes concernées de prendre les meilleures décisions. D'accord? Nous ne prenons OK, pas de décision à la place des maîtres d'ouvrage. Jamais. Nous les accompagnons, on les aide, on leur donne des conseils, mais on ne prend jamais de décision à leur place. Et dans ma définition d'expert, un vrai expert ne fait pas de maîtrise d'œuvre. Il fait que de l'expertise, il est complètement indépendant et en fait, il ne peut pas être partie prenante dans une éventuelle maîtrise d'œuvre après son expertise.
Je comprends, effectivement. Et c'est quoi la différence du coup entre alors toi tu te nommes donc coup expert je vais y pas judiciaire du coup, indépendant et c'est quoi la différence avec un expert judiciaire ou les autres types d'experts que tu disais tout à l'heure? Tu peux résumer rapidement leur rôle juste pour qu'on comprenne bien? Mmh. L'expert judiciaire est mandaté par le tribunal pour, D'accord. mettre la lumière sur la vérité dans un dossier où il y a un problème, OK. d'accord? Techniquement, il n'a pas forcément plus ou moins de compétences qu'un expert indépendant comme moi. C'est juste qu'il a cette habilitation par la cour d'appel dans laquelle il est inscrit. OK, oui, il est L mandaté par la justice, donc son positionnement doit être un petit peu différent du tien, j'imagine? La manière dont moi je réalise mes expertises est, à peu de choses près, identique à celle réalisée par un expert judiciaire. D'accord. Je respecte le contradictoire, j'essaie d'être très factuel. Pour tout te dire, quand je rédige un compte rendu, mon compte rendu peut être utilisé en phase amiable ou en phase judiciaire si jamais ça va plus loin. D'accord. Moi, c'est ma manière de faire. Ensuite, tu as l'expert, d'assurance qui est donc mandaté en général par un cabinet d'assurance parce qu'il y a eu un désordre qui a été déclaré à l'assurance. Ce sont des cabinets où ils enchaînent les expertises les unes après les autres, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps disponible, et pas forcément non plus beaucoup de moyens, entre Mmh. leurs mains. Et puis après, il y a les experts d'assurés que je peux être éventuellement, où en fait on vient, aider, accompagner ou défendre les intérêts du client dans une expertise où il y aura un expert d'assurance. D'accord. En fait, l'expert d'assuré va aider et accompagner l'assuré, l'expert d'assurance va représenter le cabinet d'assurance. C'est pas comme des avocats, mais un peu. Ça veut dire qu'un expert prend forcément un petit peu parti? Normalement non. Alors Oui. c'est parfois très difficile quand moi je te donne un exemple, une dame de presque 80 ans qui vient me voir et qui me dit: «Mon plancher s'effondre, il faut faire quelque chose», je veux bien ne pas être partie prenante, mais à un moment donné, je L'émotionnel est reste là. un homme Mmh. et bah, oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas toujours facile. Malgré tout, il faut quand même être factuel, dire clairement les choses et il peut m'arriver, qu'un particulier m'appelle pour faire une expertise et finalement, en fait, je ne lui donne pas raison dans sa réflexion et je dis: «Non, là, vous n'avez pas fait les choses correctement, c'est vous qui en avez la responsabilité» et pourtant c'est lui qui me paye. Oui. Ah, il doit pas être très content, mais en même temps, faut rester factuel. De toute façon, ce que tu observes sur les bâtiments et on va y revenir, c'est factuel. Tu vas pas Mmh, pouvoir, enfin, s'il y a un truc qui a été mal fait, il a été mal fait, point. Donc, que ce mmh, soit par un artisan, une décision d'un maître d'œuvre ou quelqu'un qui a fait ses travaux lui-même, effectivement, mmh. si les faits sont là, on peut pas vraiment changer la donne. Comment on reconnaît un vrai expert? Donc je disais tout à l'heure avant qu'on démarre l'épisode, comment on sait quand on arrive sur un site, comment on peut vérifier que la personne est un vrai expert? Parce qu'aujourd'hui, on a plein de comptes Instagram qui se disent experts de ceci, experts de cela. Moi-même, quand je travaillais sur Chéri on construit, on m'a dit qu'il fallait que mette expert en plan et cetera sur mon profil Instagram pour donner de la confiance et j'ai toujours refusé de faire ça parce que pour moi le terme expert, est spécifique. Comme tu l'as dit, ça il y a des cas qui sont judiciaires, il y a des cas, bah, plus ou moins, graves et cetera et j'aimerais bien savoir comment on reconnaît, et comment on peut aller vérifier ce qu'est un vrai expert. Est-ce que c'est un parcours? Est-ce que c'est des habilitations? Est-ce que c'est ce qui est écrit sur son assurance? Bah, effectivement, le dernier sujet que tu développes, que tu es en train de dire au niveau de l'assurance, c'est très important. Ouais, Il je faut de sais. toute façon, dans n'importe quel métier du bâtiment, demander l'attestation d'assurance à tous les intervenants. Donc une des premières choses à demander quand on veut faire appel à un expert, c'est son attestation d'assurance pour vérifier qu'il est bien couvert. Ensuite, on peut demander éventuellement quelle formation il a suivi, enfin voilà, son pédigré, mais c'est pas forcément pour moi, ce qui fait vraiment la différence. En fait, je pense que déjà si un expert, vient sur une expertise un peu les mains dans les poches, sans appareil, sans outils, sans rien et C'est pourtant, louche. ça te fait sourire, mais je peux t'assurer que en fait, je le vois très souvent. Quand j'accompagne OK. des particuliers à des expertises, judiciaires ou des expertises d'assurance, je vois les experts qui sont en face de moi qui sont mais véritablement, ils arrivent sans rien. Ils ont rien du tout. C'est Moi, j'ai vrai. j'ai 2 grosses mallettes, je suis équipé, enfin, en vrai, il y a des choses comme ça, quoi. J'ai eu le cas une fois chez moi, un problème de fuite de douche et le type m'a dit Mmh. que c'est parce que je nettoyais mal ma douche. J'ai dit: «Écoute, Mmh. il y avait des joints moisis» et je lui dis: «Mais écoutez, si je nettoyais mal ma douche, ce serait moisi partout, là, c'est à un endroit» et j'ai dû Mmh. lui montrer, je dis: «J'ai un champignon dans la pièce d'à côté,
c'est pas ma douche que je nettoie mal qui fait pousser un champignon. Il y avait bien une fuite, mais il est effectivement arrivé les mains dans les poches, aucun détecteur d'humidité parce que je pense que c'est des choses que toi tu as et en plus j'étais une femme, alors oublie, j'avais beau travailler dans le bâtiment, ils me regardaient de haut, c'était l'enfer. Mais ouais, les Mmh. experts les mains dans les poches, j'ai déjà vu, ouais. Mmh. Il y a ça et puis après il y a toute la manière dont l'expert peut diriger son expertise. Si par Mmh. exemple, même s'il est équipé et si, on a une fuite sur le toit, s'il va même pas voir le toit ou le complexe de toiture en fait, bah, on se dit: «Mais, comment ils peuvent aller vérifier les choses?» Des fois, il y a des experts qui prennent juste pour argent comptant ce qu'on leur dit, sans aller vérifier. Moi, des fois, Ouais. j'ai des clients, je leur explique: «Oui, vous m'avez dit que c'était telle, typologie de fuite, par exemple, mais j'ai besoin d'aller le constater moi, j'ai besoin d'aller voir». Mmh. Sans forcément remettre en cause les paroles des gens, c'est juste qu'à un moment donné, quand on veut être factuel et précis dans nos comptes rendus, il faut Tout à qu'on aille fait. nous-mêmes constater les choses. Alors malheureusement, c'est souvent un peu tard quand on voit ça avec un Oui, expert, parce on l'a déjà mandaté. et Je dirais probablement que payé. et probablement payé, effectivement. Alors, Mmh. du coup, pour le savoir avant, c'était un petit peu plus délicat. Il y a, peut-être la réputation, les notes que les experts peuvent avoir sur Google, par exemple, Ouais. sont, je pense, de bonnes indications. Quand il y a un cabinet d'expertise où ils ont, 2 étoiles sur 5 sur Google, bon, bah, c'est pas forcément très bon, quoi. Ouais, c'est sûr et tu parlais de l'attestation d'assurance. Quelle mention il faut avoir? Parce que dans la saison 1, j'avais, reçu Julien Blondel qui est courtier en assurance et il expliquait que si un couvreur, si, c'est pas écrit qu'il peut faire, une toiture végétalisée, il sera pas assuré. Donc s'il y a un dégât sur la toiture végétalisée, en gros, son assurance couvrira pas. C'est quoi les mentions sur une attestation d'assurance qui doivent figurer? Alors, je crois que sur mon attestation d'assurance, il me semble que c'est marqué, expert dommage aux biens immobiliers. Je OK, crois que c'est la mention que j'ai sur mon attestation. Mais cette mention-là, il me semble aussi qu'elle peut varier suivant les assureurs. OK. Donc, il faut vérifier. Alors, de toute façon, c'est une simple ligne à lire. J'attire aussi l'attention sur les attestations d'assurance, puisque j'ai déjà vu en expertise plusieurs fois. Ça, c'est un conseil que je vais vous donner et vraiment écoutez bien. Les attestations d'assurance sont aujourd'hui envoyées par les assureurs en format PDF. J'ai vu plusieurs cas où il y a des entreprises qui ont modifié les attestations d'assurance en PDF et qui ont changé les dates. Ils étaient assurés l'année N-1 et puis l'année en cours, en fait, ils n'étaient pas assurés. Pour autant, ils ont donné l'attestation d'assurance au client. Le client a fait entièrement confiance en pensant qu'ils étaient assurés, alors que pas du tout. Donc, moralité, sur les attestations d'assurance que vous avez des références contrats, c'est le numéro de la police d'assurance. Et en général, il y a aussi les coordonnées de l'assureur. N'hésitez pas à prendre le téléphone, passer un petit coup de fil à l'assureur, dire: «OK, est-ce que ce gars-là est bien assuré?» Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, posez-vous des questions. Oh vache! Ah, c'est merci pour le tips, on note, on note, on note. Donc merci d'avoir clarifié donc le rôle et puis le cadre et comment vérifier, du coup les attestations d'assurance, c'est quand même une bonne chose, hein, mais pour un artisan comme pour un expert. Donc moi, je t'ai demandé de venir, aussi sur le podcast parce que je voulais qu'on parle, bah, maison neuve, c'est un peu le sujet qu'on traite, ici, mais plus particulièrement, on voit, beaucoup dans des émissions, hyper stressantes. Moi, j'ai eu beaucoup de clients quand j'étais commerciale qui me disaient: «Oui, mais on a regardé, Zone interdite ou telle émission et franchement, ça fait peur». Oui, ça fait peur et là, on voit les experts qui expliquent ou des gros dégâts, sur des maisons et cetera, donc les gens ont en tête ce genre de choses. Comment un expert comme toi peut accompagner les gens dans leurs projets de maison neuve? Parce qu'on n'est pas obligé de t'appeler quand on a un gros doute sur la maçonnerie qui est potentiellement de travers ou qui semble complètement, ratée. J'imagine qu'il y a plusieurs échelons. Est-ce que tu peux nous expliquer, les cas les plus courants pour lesquels toi tu es appelé en maison neuve, mais ce qu'on peut faire, aussi en règle générale? Bon, déjà, c'est vrai qu'on m'appelle malheureusement après la guerre. Dans la plupart des cas, on m'appelle, c'est trop tard, le désordre ou le dégât est déjà là et on me demande de trouver une solution. Cet épisode Heu, va peut-être rétablir des choses, on l'espère. J'espère, ça serait bien. En fait, dans ce que je remarque, une grande majorité des problèmes lors d'une construction sont liés de près ou de loin à la rédaction ou la mauvaise rédaction d'un contrat de marché de travaux, un ensemble de contrats de marché de travaux. La majorité des problèmes, que ce soit des problèmes techniques ou des problèmes administratifs, financiers, peuvent être réglés si tout est correctement préparé. Donc déjà, sur cette base-là, on pourrait dire, bah, au moment de la rédaction des contrats de marché de travaux, sous-entendu les devis, Mmh. n'hésitez pas à contacter un expert pour lui demander de faire une petite vérification sur ces sujets-là. Ça, c'est On le peut faire premier les point. notices aussi si on travaille avec un constructeur. Oui, Parce exactement. que marché de travaux et Exactement. devis, c'est dans le cas où on travaille avec un maître d'œuvre, Oui, un architecte ou qu'on fait, sa maîtrise d'œuvre soi-même et on
on gère ces artisans tout seul et là, ça demande un sacré coup d'œil quand même pour lire les devis. Quand on travaille avec un constructeur, on n'a pas les devis de chaque artisan, mais on a une notice descriptive. Toi aussi, tu peux la lire. Oui, exactement. La notice descriptive, on peut la déchiffrer, puisque c'est souvent un peu barbare aussi, hein, quand on n'est pas du métier. On se retrouve Un avec des enfer. termes qu'on ne Mmh. comprend pas, bon voilà, donc c'est tout à fait normal de vouloir se faire aider à ce sujet-là et j'invite tout le monde à le faire, hein. Donc ça, c'est la partie administrative qui va encadrer le dossier et le projet et puis après, il y a Mmh. aussi la partie technique. Est-ce que tout a été pensé? Rien n'était oublié? Qu'est-ce qui reste à charge? Bon, ça, ce sont des choses qui, quand vous faites appel à un expert à ce moment-là de votre projet, sont assez rapides pour lui à regarder. Oui. Il va pas prendre 2 jours pour regarder un dossier. Donc ça Non. coûtera pas forcément très cher de demander à un expert d'intervenir à ce moment-là. Mais ça peut tout changer parce que, bah, là, tu parles de la phase de préparation. C'est souvent celle qu'on néglige. On se dit: «Oh, bah, c'est bon, ça rentre dans mon budget» ou «Oh, faut que je dépose mon permis» ou «Faut que je démarre parce que je veux être dans ma Voilà. maison dans 9 mois ou 12 mois ou 16 mois», enfin bref et on zappe tout ça et c'est là que les problèmes commencent, en fait. La préparation, c'est la clé, messieurs, dames. C'est ça, la préparation, c'est très, très important. Si vraiment, j'insiste, hein, une bonne préparation va enlever une grande majorité des problèmes que vous allez rencontrer sur le chantier. Je ne peux que plus soyer parce que je le dis très, très régulièrement. Moi, ma spécialité, c'est les plans, mais je lis aussi, les notices de mes clients pour regarder ce qui manque. Pas d'un point de vue expert, mais de mon point de vue, de designer d'intérieur et qui a rédigé quelques notices de son côté. Mais c'est vrai que si c'est pas fait avant, de signer un contrat, moi, je trouve que la préparation avant de déposer un permis est primordiale. Merci de le rappeler. Au moins, ça vient pas de moi, il y a pas que moi qui pense ça, tu vois? Donc la préparation, on peut investir dans un accompagnement, un œil extérieur sur ses contrats, ses marchés de travaux, sa notice, pour déjà lever, des questions et demander des précisions, aux artisans, constructeurs si on a besoin. Mmh, exactement. Après en cours de chantier, c'est un petit peu plus délicat. Puisqu'en cours de Mmh. chantier, le maître d'ouvrage n'est pas officiellement propriétaire des travaux et il n'a pas forcément le droit de faire intervenir un tiers, même un expert, en cours de chantier. Tu parles pour un constructeur ou pour tous les chantiers? Un constructeur en l'occurrence. Ouais, en l'occurrence, oh d'accord. Et puis, après, en général, quand un chantier se déroule, normalement, les choses vont relativement vite et il faut que l'expert soit disponible à certains moments clés, c'est pas toujours facile. C'est vrai. On va différencier. Si c'est un constructeur, effectivement, on n'a pas toujours le droit d'aller enfin, on n'a pas le droit théoriquement d'aller sur un chantier. C'est aussi des questions, d'assurance parce que si on se blesse, c'est la responsabilité du constructeur. On tombe dans le trou du vide sanitaire, on se pète une jambe, bref. Par contre, il y a les appels de fonds. Quand on a une facture, on a le droit de demander à notre conducteur de travaux: «Ben, je veux bien payer la facture, mais je veux, visiter mon chantier parce que pour le moment, vous m'interdisez l'accès, mais je veux voir ce qui a été fait». Est-ce que toi, tu fais des visites comme ça en cours de chantier? J'en fais pas assez. J'aimerais en faire plus parce que ça serait beaucoup plus simple, en fait, pour les maîtres d'ouvrage de pouvoir vérifier à ces étapes clés plutôt qu'à la fin. Mmh, Mais j'en fais pas assez et pas de mon fait, pas parce que je ne veux pas, parce que j'aimerais bien, en fait, ça serait vraiment mieux. OK. Mais uniquement parce qu'en fait, les gens font confiance en général à ces étapes-là et Oui, se rendent compte des problèmes bien à la fin. Voilà. après, ouais. Ouais et puis on a aussi un petit peu peur du prix de l'expert. On s'imagine qu'en faisant venir un expert, voilà, ça va coûter très cher. Oui, puis on n'a pas très envie d enfin, faut pas se le cacher, on n'a pas très envie d'entendre les réponses. C'est-à-dire qu'on se doute d'un truc et des fois on se dit: «Ben, ah mais s'il y a un problème, ça veut dire que j'emménage pas pour Noël, je déménage pas pour la rentrée, des enfants et cetera». Donc mais on va revenir sur les tarifs si tu veux bien à la fin, mais donc là, si c'est un constructeur, on peut te solliciter à des étapes clés. Si c'est, un marché de travaux, architecte, maître d'œuvre, beh là, on a le droit, on a accès à notre chantier, donc on peut te faire venir quand on veut. Oui, alors c'est quand même mieux de vraiment de prévenir tout le monde que vous allez faire venir un Oui, expert pour prendre personne au dépourvu. Ça, c'est très important pour la bonne entente parce qu'en fait, on a tendance à oublier que c'est une relation en général avec les différents acteurs de 1 an et demi, 2 ans peut-être ouais. et il faut vraiment que les relations soient correctes du début à la fin, sinon ça va être compliqué et donc en fait, c'est pour ça que si vous souhaitez faire intervenir un expert, dites-le dès le début de votre souhait et puis après, prévenez tout le monde qu'il interviendra tel jour. Par courtoisie et c'est quand même mieux. Bah, ça évite de vexer. C'est-à-dire que c'était une question que je voulais te poser plus tard, mais on va l'aborder maintenant parce que tu en parles. J'ai une, cliente, qui, justement fait suivre son projet par un expert. Elle a prévenu le constructeur dès le départ et avant elle m'avait demandé, elle me dit: «Mais tu penses que le constructeur, il va prendre ça comment?» et cetera, enfin voilà et du coup, bah, je lui avais dit de lui en parler de toute façon. Elle dit que, bah, au départ, il était sur la défensive, mais qu'ensuite vu que l'expert faisait bien son travail et faisait ce travail de communication dont tu parles, ça s'est quand même plutôt bien déroulé. Donc toi, tu conseilles vraiment d'en parler dès le départ en disant: «Bah,
Nous, voilà, on veut être sûr que la maison, ce soit OK, on va faire appel à un expert. Je vous préviens, je vous le présenterai, voici ses coordonnées, c'est ça qu'il faut faire? Exactement. En fait, il y a toujours une appréhension de la part des acteurs du bâtiment. Quand on parle d'expert, on s'imagine que l'expert, il va être là pour montrer du doigt et juger. Ce qui n'est pas forcément le cas. En tout cas, c'est pas l'approche que j'ai moi. Quand je fais des expertises et que je vois qu'effectivement du travail n'avait pas forcément été correctement réalisé par les entreprises, je ne leur jette pas la pierre. Très rarement. Si je le fais, c'est parce que au-delà de l'incompétence ou du mauvais travail, il y a une mauvaise foi évidente. Mmh. Mais bien souvent, et heureusement que ça se passe comme ça, sinon je pense que je me tirerais une balle, mais bien souvent, en fait, les relations se passent très bien entre l'expert et les artisans qu'on rencontre. L'expert, il a aussi un rôle un peu de médiateur et il doit prendre les bons mots pour se faire entendre et il y a toujours des compromis à trouver. Parce qu'en fait, on a la théorie et la pratique et ça, je le sais très bien. Effectivement, la théorie, elle dit que, bah, voilà, il faut suivre tel chemin pour arriver au résultat. La pratique, des fois, elle est un petit peu avariée parce qu'on a une adaptation, soit de contraintes techniques, de temps. Bah, voilà, il y a des choses quand même qui sont à prendre en compte. Donc en fait, en général, dans la grande majorité des cas, ça se passe vraiment bien, vraiment et en général enfin, moi, j'essaie de mettre une bonne ambiance aussi. Je pense que si les gens me voient sur les vidéos, je suis toujours en train de Oui, on de voit, dire une petite connerie et voilà, en tout en restant sérieux malgré tout, parce que ça pour reste un détendre sujet important. l'atmosphère. Mais voilà, il y a un moment donné où on peut pas non plus se tirer des balles dans les jambes sans rigoler un peu ou détendre un peu l'atmosphère. Je pense que les artisans quand, ou le maître d'œuvre ou le constructeur, quand il voit un expert débarquer, il se dit: «On va se faire fliquer». Personne! Même si tu travailles dans un bureau, quand tu as ton manager ou ton chef qui vient, vouloir regarder ce que tu es en train de faire, ça te saoule. Bon, bah, pour un expert, ça doit être un peu, la même chose. «Mais qu'est-ce qu'il vient me dire celui-là?» et cetera et cetera. Je pense que ton expérience de maîtrise d'œuvre doit t'aider, non? Parce que tu as pas été que expert, tu as travaillé dans le bâtiment, donc tu as travaillé, avec des artisans avant. Et tu pas juste expert dans son bureau qui arrive avec ses belles chaussures, vernies, parce que ça, ils aiment pas les artisans généralement. Non, non, ils aiment pas, non, non, bon. Ouais, en fait, bah, alors c'est comme ça pour beaucoup d'experts, hein. Ils ont souvent été maîtres d'œuvre avant, comme moi OK. et après ils se sont mis à leur compte pour faire de l'expertise donc ça aide grandement d'avoir fait de la maîtrise d'œuvre parce que ça permet de comprendre justement les différentes relations entre les corps de métier, et de ça permet d'avoir une expérience justement sur les contraintes de terrain. Pas oublier que le terme expert vient du mot expérience. Donc si on voit un gars, qui sort de l'école et qui commence à faire de l'expertise, je suis désolé pour lui, mais il nous manquera quelques informations. Oui, bah, oui, oui, ça vient d'expérience, tu as raison, il y a l'expérience, il y a ce que tu as vu en chantier, comme n'importe quel métier. Si tu sors, de ton apprentissage de maçonnerie, tu connais pas tout. Tu vas tellement apprendre et il y a des, maçons qui apprennent encore après, 20, 30 ans de métier donc c'est des métiers dans le bâtiment où on apprend tous les jours et effectivement, il faut un minimum d'expérience pour comprendre comment ça marche et puis aussi, tu parles des relations, mais l'état d'esprit. Parce que tu as un état d'esprit particulier dans le bâtiment, dans les relations, dans la vision d'un chantier et cetera et puis par région, ça doit changer parce que tu travailles dans toute la France et tu travailles à l'étranger. J'imagine Mmh. que c'est pas toujours le même, Bah, c'est pas toujours simple, surtout quand on dépasse les frontières où ouais. en fait, on a tendance à oublier que même si c'est un peu chiant, en France, on a beaucoup de normes, bah, ça peut être aussi un certain avantage, mais à l'étranger, on n'a pas forcément ça. L'assurance décennale, c'est quelque chose qui fonctionne bien en France et c'est très rare de voir ça à l'étranger. Oui, c'est vrai. Heu, ouais, ouais, les DTU par exemple, bah, ça c'est typiquement français, c'est établi par le CSTB. Bah, à l'étranger, on n'a pas forcément ça. Il y a des fois d'autres choses, mais pas forcément aussi poussées. Donc, bah, moi, par exemple, quand je vais à l'étranger, en fait, j'applique pas forcément tous ces éléments-là qui sont typiquement français. J'essaie surtout de parler du bon sens. C'est surtout ça, en fait. Mais OK. le bon sens, de manière générale, même en France, il fonctionne très bien, hein. Oui, non, mais c'est comme tu dis, il y a les règles de l'art qui sont écrites dans un document et il y a la réalité terrain et des Mmh. fois, on peut avoir des gens: «Oui, c'est dans le DTU, ils disent de faire comme ça». Oui, mais en fait, là, ben, ça a pas été fait comme ça. Est-ce que ça va poser des dégâts sur la maison en tant que telle? Peut-être pas, peut-être que oui. Donc avance signature, à chaque étape, éventuellement, on peut te faire passer. Est-ce que, par exemple, on peut dire, je l'avais déjà entendu, tu vas me dire si tu es d'accord, au moins vérifier la maçonnerie? La maçonnerie, c'est quand même le squelette de la maison. Est-ce que si on devait choisir une étape à vérifier, on pourrait se dire que les fondations et la maçonnerie générale de la maison peuvent être une étape clé et hyper importante parce que comme tu dis, quand on t'appelle à la fin, une fois que tu as l'enduit, le placo, que la maison elle est toute fraîche, ben, on voit rien en fait. Tant que la maison a pas vécu, on verra rien. Est-ce que la maçonnerie, c'est une bonne étape?
Et oui, en fait, tu l'as clairement dit, la maçonnerie, c'est quelque chose qu'on ne voit qu'en cours de maçonnerie. Une Mmh. fois que la maison est terminée, ben, on n'a plus accès aux fondations, on n'a plus accès au dallage et on voit pas les différents aciers s'ils ont été mis correctement en œuvre. Il faut pas oublier qu'en France, on a un beau pays qui est, très varié au niveau, géotechnique. Ça veut dire qu'il y a pas mal de zones en France où on a des zones argileuses, donc avec les risques de retrait-gonflement d'argile. Il y a plein d'autres zones où ce sont des zones sismiques et en fait, pour adapter les fondations d'un bâtiment à un risque ou à un autre, on doit mettre en œuvre certaines choses. Une fois que la maison est terminée, tout ça, ce n'est plus accessible, on ne le voit plus. La seule chose qu'on verra, ce sont les désordres éventuels, les conséquences ou les symptômes. Alors qu'en cours de construction, on peut le voir plus facilement. Typiquement, si on veut vérifier que les essiers sont correctement mis en œuvre, on demande à l'artisan de les mettre en œuvre et puis avant qu'il coule le béton, on passe. Par contre, une fois que le béton est coulé, c'est plus compliqué. On est obligé de prendre des Oui. outils qui sont assez difficiles d'accès, qui coûtent cher, enfin, c'est pas simple. Tu parles des sols. Les études G1, G2 sont plus ou moins obligatoires en fonction des endroits, risque faible, moyen, fort, tout ça. Ça, normalement, on est censé le voir quand on achète, le terrain. Mais moi, j'ai déjà des clients qui m'ont dit: «Gwenola, le constructeur, il m'a dit que la G2 était pas obligatoire». Très bien, je dis: «Bah, je vais juste aller vérifier, d'accord?» Donc là, bah, c'est pas très compliqué, hein, je suis allée chez Géorisque. Ils étaient en risque moyen ou fort? Je crois qu'ils étaient même en fort. Je dis: «Bah, écoutez, l'avis de votre constructeur, c'est pas que je m'en fous, mais là, en fait, c'est faux ce qu'il est en train de vous dire, c'est G2 obligatoire. Enfin, il y a pas de: "Mais non, on connaît bien la région", j'ai dit: «Posez-lui la question si son assurance décennale fonctionnera sans G2». Bizarrement, après, ils ont fait la G2. Là, tu parlais des adaptations au sol, on est d'accord que c'est hyper important? Ouais, alors quand moi, je faisais de la maîtrise d'œuvre, j'imposais systématiquement les études G2 AVP. C'était systématique et Peu obligatoire pour moi, importe sinon je ne le portais pas la de projet, zone? peu OK. importe la zone. J'ai un exemple où j'ai un client une fois, alors s'il nous écoute, il se reconnaîtra certainement. Il me dit: «Non, moi dans le lotissement dans lequel je veux construire, il y a déjà eu des études de G2 AVP sur les lots d'à côté. Je n'en ferai pas, je vais économiser ces 2 000 €». Et moi j'ai insisté, insisté, insisté et on a quand même réalisé l'étude de sol. In fine, il se trouve que l'étude de sol a montré qu'on était au-dessus d'une nappe phréatique qui était détectable uniquement au-dessus de sa parcelle à lui. Donc on a dû adapter les Wesh. fondations. Alors on est passé par des micropieux, Mmh. mais ça a changé toute la donne puisque ça a même changé le budget qui restait pour la construction de la maison. Ouais, parce que les Heu, micropieux, c'est pas donné, hein? non, mais je crois qu'il y avait, 40 000 € en plus sur les fondations. Bon, Et donc ça tout va. ça pour dire qu'en fait, on peut pas, dire: «Bah, tiens, on a, des études sur les terrains d'à côté ou sur les parcelles avoisinantes, on va s'en servir pour faire notre projet». Non, absolument pas. Il y a des disparités de terrain à terrain et c'est pas parce qu'il y a un terrassier qui vient vous voir, qui vous dit: «Non, moi je connais la région, je connais le terrain», que ça suffira. Je des expertises, je fais que ça. J'en fais tous les jours, toute la journée et je peux t'assurer que, je le vois, allez, bon, c'est peut-être pas tous les jours, mais je pense que je dois avoir bien 10, 15 sujets comme ça par an. Juste parce que l'étude de sol n'a pas été faite. Ouais. Alors Avec des qu'effectivement, conséquences ça énormes, hein. ça beh, oui, 40 000 €, ça t'enlève, soit beaucoup de mètres carrés, soit tu peux pas faire le projet parce que ça sort complètement de ton enveloppe. Enfin, Mmh. sache c'est pas, une petite surprise et les conséquences sont pires. Si tu fais sans Oui. enfin, là, si tu avais fait des fondations classiques sur ce projet-là, il y aurait pu avoir des conséquences, graves, en fait, pour la construction et la vie de la construction, en fait. Donc on peut te faire appel à un expert avant de signer, un contrat, avant de signer, les devis, la maçonnerie avant la mise en place de la structure et le coulage du béton et il y a aussi l'accompagnement à la livraison, c'est ça? Oui, ça, c'est ce que je fais le plus sur les maisons neuves. OK. J'assiste aux opérations de réception. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un particulier va réceptionner une maison ou un appartement, peu importe, le constructeur ou le promoteur va essayer de se dépêcher pour faire signer le PV de réception et une fois qu'on a signé le PV de réception, ou alors, dans certains cas, il nous reste, quelques jours ou quelques semaines pour récolter des réserves, mais Ouais. c'est plus difficile. Si le particulier se fait accompagner d'un expert le jour de la réception, l'expert va pouvoir regarder en détail, donner les règles d'observation et de réception, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, eh ben, on ne réceptionne pas tous les supports de la même manière. Typiquement, on ne va pas utiliser une lumière rasante pour réceptionner de la peinture sur les murs, ça c'est strictement interdit. On doit se mettre à une OK. certaine distance et une certaine intensité lumineuse. Et heureusement qu'il y a ces règles-là. Pareil, pour vérifier les vitrages, Ouais. s'ils sont rayés ou pas, on observe avec un certain temps d'observation. Enfin, on fait pas n'importe quoi. Le fait d'être accompagné d'experts, en fait, ça permet d'avoir une réception indiscutable et indiscutée.
Si jamais il y a le constructeur ou les artisans ou l'archi, peu importe, qui dit: «Oui, mais non, ça, on ne marque pas dans le PV de réception», l'expert, il peut trancher plus facilement. Il peut dire: «Oui, mais la règle, c'est ça». Mmh. Et l'expert arrivant, si c'est un bon expert, avec tous ses outils, il va pouvoir peut-être mesurer, prendre des dispositions. Je te donne un exemple, il n'y a pas longtemps, en région parisienne, une dame appelle pour faire une réception de chantier. Le consuel, enfin, elle a obtenu le consuel pour le raccordement à l'électricité et je viens toujours vérifier, même si le consuel est bon. Je branche mon appareil pour vérifier la terre dans la salle de bain, il y avait pas de terre dans la salle de bain. En fait, le OK. consuel avait fonctionné par échantillonnage, ils étaient pas passés sur ce chantier-là, mais pourtant, il avait obtenu l'attestation. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un risque dans une prise électrique dans la salle de bain s'il y a pas de terre? C'est un risque très important pour la santé des occupants. Tout à fait. Et le maître d'ouvrage qui fait sa réception pour lui-même, en général, il n'est pas équipé de tous ces outils. Donc le mieux, c'est de se faire accompagner. Non, puis comme tu dis, on fait confiance. On a envie de faire confiance quand on Eh oui, construit, eh oui. du début à la fin. Petit point par contre, quand on est avec un constructeur et qu'on fait appel à un expert, on n'a plus le délai, je sais plus s'il est de 7 jours, mais je C'est 8 pour une maison individuelle. ouais, c'est ça. En fait, quand tu fais ta réception seule, avec ton conducteur de travaux, tu as 8 jours pour amener d'autres réserves par courrier recommandé et cetera que tu peux, si tu en observes d'autres parce que, bah, sous la pression du conducteur de travaux, l'excitation d'avoir les clés de ta maison, tu as pas regardé tout, toi, tu as 8 jours. Par contre, si tu te fais accompagner d'un expert, donc si tu appelles Arnaud et qu'il vient avec toi, tu n'as plus ces 8 jours parce que comme tu dis, la raison pour laquelle tu n'as plus ces délais, c'est parce que c'est considéré, comme indiscutable et incontestable, c'est ça? Oui, alors, moi, je donne un conseil, tu as tout à fait raison, mais du coup, je donne un conseil, adaptatif. OK, Si des on relations prend. sont tendues entre le maître d'ouvrage et le constructeur, je leur conseille d'être accompagnés le jour de la réception. Ça permet de poser les choses et d'apaiser la situation. Si les D'accord. relations sont correctes et cordiales entre le maître d'ouvrage et le constructeur, dans ce cas-là, je suggère de faire l'assistance à la réception de la part d'un expert dans les jours qui suivent la réception. De cette manière-là, en fait, les maîtres d'ouvrage ont Mmh. toujours la possibilité de rajouter des réserves après. Ah, c'est bien ça, hein. J'y avais jamais pensé, hyper bien. Très bon conseil. Merci Arnaud. Ça, c'est ce que tu fais le plus souvent, mais tu aimerais bien qu'on t'appelle, plus en amont, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand on a un doute, mon chantier a démarré, je sais pas, j'ai un doute. Il y a un truc, j'ai un mauvais pressentiment, tout le monde me fait des remarques ou il y a un truc qui me semble pas OK sur mon chantier, peu importe l'étape. Comment je peux faire? Je t'envoie des photos, comment ça marche? Bon, alors les photos, les vidéos, j'évite au maximum. OK. Je ne suis pas le type d'expert qui fait des expertises à distance ou en visio. Ça ne fonctionne pas. On a besoin d'avoir tout le contexte et l'environnement. Alors, cependant, j'invite tous les particuliers qui ont des questionnements à poser leurs questions à l'expert. C'est-à-dire que déjà, juste au travers d'un échange téléphonique, l'expert saura diriger ou dire: «Non, écoutez, là, vous allez peut-être un petit peu trop loin», recadrer un petit peu les choses. Parfois, on a besoin, quand on est maître d'ouvrage et qu'on a un projet de construction, des fois, on a besoin d'être dirigé aussi Mmh, et pour éviter de partir dans tous les sens et l'expert, c'est vrai. justement, il a cette bouteille-là, cette expertise pour dire: «Non, bah, là, faut pas aller dans cette direction-là, faut aller un petit peu ailleurs». Donc du coup, toutes les questions qu'on a, on les condense et on contacte l'expert qui est le plus local et qui peut réagir rapidement si jamais il doit venir sur le chantier. Ça permet de prendre du recul aussi parce que des fois le stress Mmh. nous fait voir ou dire des choses qui sont pas OK. On n'est probablement pas du métier. Ça demande, du recul. Tu parlais de la peinture tout à l'heure. Il y a une certain angle, une certaine distance à respecter. Si on est, le nez avec une loupe à regarder le moindre grain de peinture qui dépasse, c'est pas raisonnable. Il y a aussi ça, cette notion d'être raisonnable ou d'être dans la mauvaise direction parce qu'on va s'acharner sur un détail qui n'en vaut pas la peine. Peut-être d'ailleurs qu'il y a d'autres choses qui valent plus la peine, mais pour une raison X ou Y, on focalise sur un truc. Ça arrive ça? Oui, ouais, très souvent et très souvent, en fait, du coup, je mets en exergue d'autres problèmes qui n'ont jamais été vus ni par le constructeur ni par le maître d'ouvrage. Du coup, c'est une découverte. Mais globalement, les constructions se passent plutôt bien. Les vrais problèmes sont souvent des problèmes relationnels, plus qu'autre chose. Ah oui, c'est ce que tu constates le plus? C'est à un moment donné, la confiance est brisée et du coup, ça met des doutes partout? En fait, les attentes des maîtres d'ouvrage qui payent 200, 300, 400, 500 000 €, donc en Ouais, général, c'est le projet financier le plus important de leur vie. on est Et d'accord. en face, on a quelqu'un qui est très occupé, qui navigue de chantier en chantier, qui a tendance des fois à peut-être zapper d'informations et cetera. Donc du coup, bah, la pression d'un côté, elle est forte et de l'autre côté, elle est forte aussi, mais dans l'autre sens. Et très souvent, les relations se dégradent pour des bêtises, pour des broutilles.
Quand je dis broutille, attention, je ne Mmh, minimise pas ce qui a été mal fait ou oublié. Je veux dire par là que ça ne remet pas forcément en cause la livraison d'un bien. Si par exemple, je sais pas, le constructeur, il a oublié de mettre une prise à un endroit où c'était prévu de la mettre et du coup le maître d'ouvrage, il est déçu de ça, mais il s'en énerve, il s'énerve de ça, il s'agace et cetera. Eh ben, oui, c'est dommageable. Bien sûr qu'il y a un problème parce que ça ne respecte pas ce qui était prévu. Maintenant, la maison reste habitable. Donc avançons, prenons possession du site, mettons une réserve là-dessus et après ça se négocie. Mais le fait mmh, alors c'est un peu de la psychologie, hein, je fais un peu de psychologie de surface, mais malgré tout, ça reste important. L'approche et la tension qu'on peut avoir sur les chantiers avec les différents acteurs, elle est à absorber pour tout le monde et c'est pas facile. Peut-être que ouais, toi, tu le vois d'ailleurs dans ton métier des fois, non, peut-être qu'il y a des gens qui te mettent la pression. je l'explique Oui, oui. souvent. Alors moi, c'est différent parce que j'ai pas, alors j'arrive il y a pas de problème parce que je travaille beaucoup en amont, sur les plans notamment. Et par contre, je fais beaucoup d'explications. Quand les gens arrivent un peu en catastrophe, juste avant leur MAP, par exemple, la réunion, voilà, ou qu'ils ont un conducteur de travaux qui appelle pas, qui répond pas, ça fait 5 mails que je lui envoie tous les jours, il répond pas. Ben j'explique l'autre partie que je connais bien. J'ai été formée par, un conducteur de travaux notamment et des artisans, donc j'ai leur vision des choses. J'étais pas toujours d'accord avec eux quand je travaillais avec eux parce que et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint vraiment ma vision des choses. On a des gens qui ont un poids émotionnel qui est proportionnel aux centaines de milliers d'euros qu'ils investissent Mmh. dans ce projet-là et en face, on a des gens qui voit ça tous les jours et pour qui plein de choses, c'est pas grave. Non, mais j'ai pas la réponse, je vais pas lui envoyer un mail, je sais pas. Non, mais envoie-lui un mail pour lui dire que tu as pas la réponse. Tu vas voir, Ça ça va, dédramatise, oui. la pression, elle va déjà redresser, ça dédramatise. Mais vu que c'est des gars de chantier et que, ils ont toujours fonctionné d'une certaine manière, tant qu'ils ont pas la réponse, ils écrivent pas et pourtant ça changerait toute la donne, donc heureusement, il y a des assistantes administratives ou des choses comme ça qui font, parfois le tampon. Mais quand il y a pas ça, c'est vrai que, parfois ça peut être des broutilles et du coup, ça met un doute qui devrait pas forcément y avoir. Alors des fois, il faut avoir un doute, hein, on est d'accord, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis et je te rejoins complètement. C'est quoi les signes qui doivent ou peuvent alerter sur un chantier? Comme je disais un peu tout à l'heure, la mauvaise foi. Si vous ressentez de la mauvaise foi, déjà, il faut se poser des questions. Donc là, c'est pas technique, hein, OK. ce que je dis, hein. Mais c'est un ressenti qu'on peut avoir. Non, bah, non, et puis c'est Oui, oui, oui. difficilement, Après palpable aussi. techniquement, si, alors c'est assez difficile parce qu'il y a tellement de sujets sur un chantier de construction qu'en fait, des exemples, il pourrait y en avoir des centaines. Mais si vous voyez qu'on vous empêche d'accéder à la maison sans argument, sérieux et réel, peut-être que là, faut se dire: «Bon tiens, ils ont peut-être pas tout envie de montrer». Ou alors, parmi les indices qui pourraient nous faire dire que, bah, tiens, on a besoin peut-être de s'en inquiéter, c'est, bah, des désordres qui apparaissent en cours de chantier. Des infiltrations, des fuites, des taches, des fissures. Ça peut arriver en cours de chantier. Alors c'est pas parce qu'on s'en inquiète que c'est inquiétant, mais s'en inquiéter, c'est la première chose à faire. Malheureusement, il y a rien d'autre à faire que s'en inquiéter. Mais ça, c'est important. Donc si on a un doute, encore une fois, un peu comme tout à l'heure, si on a un doute, on se renseigne. Des experts en bâtiment en France, il y en a pas mal. Franchement, je pense que dans votre OK, région, vous en avez tous un compétent c'est au vrai. moins. Donc du coup, n'hésitez pas, cherchez, vous allez en trouver un. Oui, comme tu disais au tout début, par recommandation, et cetera. Donc on a dit qu'il fallait, bien vérifier, regarder sa maçonnerie, et le ferraillage, c'est un point, voilà, c'est le squelette de la maison, donc ça peut être, intéressant. Tu as parlé d'un exemple d'électricité qui était, quand même relativement grave, sans prise de terre, et effectivement, c'était un bon exemple parce que le Consul peut fonctionner ne passe pas automatiquement. Par électricien, en fait, il a un quota et en fait, en fonction, il, valide ou pas. Est-ce que, quand on fait appel à un expert de soi-même, par exemple, l'assurance dommage ouvrage, normalement, elle est, de ce qu'on entend souvent, elle est mise en route, 1 an après la date de réception officielle. Sauf que je sais, qu'on peut la mettre en route avant s'il y a des gros désordres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Parce que les constructeurs, les maîtres d'œuvre et cetera vont souvent mettre en avant: «Là, dommage ouvrage, c'est pas pour tout de suite, tatati tatata». Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point-là, s'il te plaît? Alors, je ne suis pas juriste, donc je vais dire que certaines choses que je connais, mais l'assurance dommage ouvrage, on peut l'actionner même en cours de chantier, d'accord?
Donc ça veut dire que le chantier n'est pas encore Et terminé. c'est quoi les cas? Eh bien, s'il y a, un gros désordre en cours de chantier, qui amène un risque pour les biens et les personnes, on peut faire fonctionner l'assurance Ouais. dommage ouvrage. Et ça, faut appeler l'assurance ou on appelle un expert avant de notre propre fait si on voit que Alors il l'assurance, elle faut veut faire une pas bouger? déclaration à l'assurance dommage ouvrage dans un premier temps, qui eux vont mandater un cabinet d'expertise. D'accord. Il faut bien insister sur le risque du dommage de dommages pour les biens ou un risque pour les personnes. Ça dans la déclaration, il faut bien insister dessus. Faut pas juste écrire un courrier à OK. l'assurance dommage ouvrage en écrivant: «Il y a un problème». Là, ils vont pas bouger. Il y a un doute. J'ai un doute. Enfin voilà, c'est ça, à condition que OK. la dommage ouvrage ait bien été souscrite au démarrage des travaux. Oui, alors avec un constructeur, c'est, plus rare, enfin normalement c'est interdit de signer un contrat, Normalement, oui. sans. Rappelons que l'assurance dommage ouvrage est obligatoire. Oui, elle coûte cher. Oui, 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 mais, elle est obligatoire. Vous ne serez pas pénalisé si vous n'en prenez pas un. C'est ça le truc qui fait dire à certains que ce n'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire parce que si vous n'en avez pas, et ben, les avances de frais, les, frais d'expert et cetera, c'est pour votre pomme, même si vous avez vendu votre maison et ce pendant Exactement. 10 ans. Oui, exactement. Donc tu disais que les litiges les plus fréquents, c'était des problèmes de communication. Est-ce que tu as 2-3 litiges, enfin 2-3 dégâts que tu vois, voilà, est-ce que c'est la maçonnerie? Est-ce que c'est l'électricité? Est-ce que c'est la plomberie? Est-ce que c'est le terrassement? J'en sais rien. Quels sont les 2-3 lots où tu vois le plus de points, problématiques dans tes Là, alors expertises? je vais répondre à l'envers à ta question. Je vais plutôt te dire là où je vois Vas-y, réponds dans le là où je sens que vois le tu moins de veux. problèmes plutôt. En fait, sur la partie électricité, OK. sur les bâtiments récents, je vois très peu de problèmes puisque les normes ont tellement évolué et les artisans se forment plutôt bien là-dessus. Mmh. Donc et on trouve aussi beaucoup d'informations, en ligne ou dans les livres, donc en fait, c'est plutôt bien. Là où je vois par contre le plus de désordre, c'est sur la partie couverture et la partie ossature. Ossature, maçonnerie en l'occurrence. Puisque là, il y a des compétences qui se perdent au fur et à mesure. Moi, à ma petite échelle, en 20 D'accord. ans, je vois bien la différence entre aujourd'hui et ce que je voyais il y a 20 ans. Et c'est-à-dire C'est-à-dire? que, ne serait-ce que Pardon? pour gâcher du béton, pour réaliser, un enduit, pour faire des mélanges sur place, il faut adapter ces mélanges à la situation. C'est-à-dire qu'il fait plus ou moins chaud, il y a du vent, il pleut et cetera. On met peut-être plus ou moins d'eau dans certaines situations. Et ça, il y a une petite expérience qui s'est perdue là-dedans. Et du coup, on peut voir des petits OK. désordres apparaître à cause de ça. Sur la partie couverture, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les films pare-pluie qui sont mis en œuvre, sont pas forcément correctement mis en œuvre et puis finalement, en fait, ils arrivent pas à jouer leur rôle. Et ouais, ça, je le vois très D'accord. souvent. La partie plomberie sur les fuites, on en voit de temps en temps, mais ça reste, anecdotique par rapport au reste, bien que ce soit quand même D'accord. un désordre qu'on retrouve régulièrement. Et je vois je pense que je ferai une masterclass là-dessus prochainement, mais je vois de gros problèmes sur la partie ventilation et humidité. Ça, c'est un vrai problème dans le Mmh. bâtiment et d'autant plus, pour moi, c'est un vrai problème puisque ça touche à la santé des occupants. Là, on n'est pas juste sur une fissure qui est peut-être esthétique ou Carrément. structurelle, on est sur la santé des occupants. Ouais, l'air L'air qu'on qu'on respire tous respire les tous les jours. jours, exactement, qui est chargé en particules et du coup, s'il y a pas de ventilation et j'ai déjà eu le cas de faire une réception de maison où l'entrepreneur qui avait toute la construction n'a pas installé de VMC dans l'habitation, ce qui est une obligation, hein, pourtant, hein. Je la cherchais, je OK. comprenais pas. Je dis: Oui, «C'est par où ça rentre, par où ça sort?» Je cherchais, je comprenais pas. c'était Ah en peut-être. option? Ouais, ouais. Donc ça, la Oh ventilation, putain. même si elle est installée, en fait, c'est pas forcément suffisant. Il faut penser à plein de choses, le détalonnage sur les portes, la pression qui est aspirée par les aspirations, Mmh. les grilles, est-ce qu'elles sont bien dimensionnées, correctement mises en œuvre et cetera? Voilà, et ça manque d'informations parce que bien souvent en réception, en fait, j'en apprends même aux constructeurs à ce moment-là. Oui, puis les normes évoluent vite. Ce qui a changé et ce que j'ai trouvé, assez intéressant et d'ailleurs quand la RE 2020 est passée, je travaillais encore chez un constructeur et j'avais mon collègue conducteur de travaux qui disait qu'il était content de cette évolution sur ce point-là, sur le point, de la ventilation d'ailleurs, parce que avant la RE 2020, il y avait pas de vérification. On vérifiait déjà l'étanchéité de la maison, avec le test d'étanchéité à la fin de la construction, parfois avec un test intermédiaire, mais on ne vérifiait pas le bon fonctionnement de la VMC, au final. On ne vérifiait pas bouche par bouche, est-ce que la VMC fonctionne bien? Et avec la RE 2020 maintenant, il y a des marques qui ont des petits, logiciels de conception de VMC sur leur site internet parce que tu n'as plus le droit de faire passer ta gaine un petit peu, on sait pas comment, entre, entre des murs et cetera. Tu as des nombres de coudes, des angles à respecter par conduit, par bouche et ça, c'était pas le cas avant
avant la RE 2020. Alors j'imagine que ça solutionne pas tout, mais c'est quand même déjà un grand pas dans le cadrage Oui, de tout ça, ouais. exactement. Ça, c'est une belle petite révolution sur la RE 2020 qu'il y avait pas forcément avec la RT 2012 et j'en suis ravi Mmh. d'ailleurs. Alors ça n'empêche pas le contrôle, hein, c'est-à-dire que la confiance de toute façon n'empêche jamais le contrôle. Et je sais plus où j'ai vu ça récemment sur Instagram, un monsieur qui sur ses réseaux sociaux était en train de dire que la VMC ne servait à rien, il fallait juste ouvrir ses fenêtres. Ouais, j'entends souvent ça, mais non, ça suffit pas. Voilà, si c'est écrit expert sur son compte Instagram, on non, pour le coup, c'est pas vrai. Exactement. Non, on oublie. C'est votre maison va juste moisir, elle est, c'est pas ça va mal se passer. Vous allez avoir des maladies respiratoires en deux. On n'éteint pas sa VMC jamais de la vie Mmh. et ça s'entretient. Et qu'est-ce que tu vois? Tu parlais de l'humidité. C'est lié à la VMC? C'est quoi, qu'est-ce que tu vois comme Ah dégâts liés bah, à alors l'humidité? l'humidité, il y a différents types d'humidité, hein. Il y a les infiltrations, il y a les fuites, il y a Mmh. les remontées capillaires, il y a les condensations. Ouais. Heu, on voit encore dans des maisons récentes des ponts thermiques qui amènent des points de rosée qui se forment et comme on a une mauvaise ventilation, c'est là où j'en parlais tout à l'heure, et ben, en fait, on a, de l'humidité Mmh. qui arrive sur les murs et quand on a une présence d'humidité. Pour la petite traduction, le point de rosée. Le point de rosée, c'est une condensation qui se fait quand, alors ma définition va être vieille, tu vas la corriger, mais c'est une condensation qui se fait quand, il y a un transfert un contact chaud-froid qui est trop violent, ça condense un peu comme vous prenez votre douche, ça condense. Ben ça arrive dans votre douche, c'est OK sur votre paroi vitrée, mais si ça arrive dans vos murs extérieurs ou ailleurs, c'est pas bon et c'est dû à un écart de température trop fort entre 2 matériaux et on appelle ça le point de rosée et c'est ça qui se passe aussi le matin sur la pelouse. C'est la différence de température, c'est pour ça qu'on a ce petit point de rosée. C'est le même principe. Pour l'exemple qui marche bien, c'est que tout le monde a déjà vu et voit tout le temps, c'est la bouteille d'eau qui est au frigo, qu'on Mmh. sort et d'un coup, il y a des gouttelettes qui se forment sur la bouteille d'eau. Ben là, il y a un point de rosée qui se forme. La bouteille, le contenant et le contenu, l'eau, sont froids. L'air qui est à l'extérieur chargé en humidité, puisque le taux d'humidité va compter pour beaucoup, Mmh. et ben du coup, voilà, on a une condensation sur la paroi et ça, on le voit des fois sur les fenêtres, sur les murs et cetera et Ouais. ça peut arriver aussi dans l'épaisseur d'un mur. Oui, c'est ça. Là, on ne le voit pas. Non. Donc là, on a d'autres désordres qui peuvent arriver. Oui, parce que ça peut être des causes de points de piquage un peu, de moisi sur du placo, par exemple. Ça une des causes peut être, un point de rosée qui sèche jamais, Mmh. en fait, ou qui est pas bien ventilé. Mmh. On peut avoir un point de rosée aussi sur les planchers rafraîchissants. Je Mmh. sais pas si tu as déjà fait des expertises sur le sujet, on m'a déjà posé la question de temps en temps. Est-ce que c'est bien les planchers rafraîchissants? Il faut savoir que les planchers rafraîchissants, ça existe, mais on peut pas jouer à plus de 1, peut-être 2 degrés, mais pas plus de différence, contrairement aux climatiseurs. Parce que sinon, par exemple en Bretagne ou dans des régions humides, vous allez vous faire une patinoire et c'est le même principe, c'est le point de rosée, créer un support froid avec un taux d'humidité et une chaleur, un peu trop intense au-dessus. C'est ça. J'ai bientôt terminé mes questions. Est-ce qu'il t'arrive de faire démolir des maisons parce qu'elles sont trop mal faites et que les réparations coûteraient trop cher et qu'il vaut mieux repartir à zéro? Je te pose la question parce que je l'ai déjà entendu et quand j'avais entendu ça, je me suis dit: «C'est pas vrai» et en fait, si. Donc voilà, je voulais savoir si toi ça t'est déjà arrivé? Alors, j'ai une approche qui est un peu souple OK. là-dessus. Je vais essayer de m'expliquer. Si on suit la simple théorie, Ouais. effectivement, quand les normes Eurocode 8 ne sont pas respectées, par exemple en zone sismique 4 ou 5, on peut faire démolir le bâtiment parce que les normes ne sont pas respectées et on se pose aucune question. D'accord. Maintenant, il y a une différence entre obligation de moyens et obligation de résultat. Si le résultat fonctionne, que le désordre est faible, peu évolutif, il y a peut-être d'autres solutions que de tout détruire. D'accord. Faut pas oublier, et c'est pour ça que je prends toujours des pincettes avec les réglementations, faut pas oublier que on touche à la vie de particuliers et les finances ne sont pas toujours extensibles. Alors quand il s'agit d'assurances qui payent, on se pose moins de questions. Mais quand c'est le particulier qui doit mettre la main à la poche, il faut essayer d'adapter les solutions qu'on va préconiser. Et donc la démolition n'est pas systématique. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Sauf si effectivement le risque est avéré et trop important. Auquel cas, là, oui, bien sûr, si ça porte un risque pour les biens et les personnes tellement important que là, on va forcément préconiser la démolition. OK. Mais c'est pas systématique, pas en tout cas chez moi. Bon, mais, bah, j'imagine que c'est dans beaucoup d'expertises, sinon on verrait beaucoup de maisons démolies et Mmh. c'est pas le but. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on peut corriger, il y a des choses qui, comme tu dis, sont alors pas si graves, c'est pas le bon mot, mais pas si, qui vont pas causer tant de dégâts, c'est ça que tu disais tout à l'heure et donc on peut corriger, adapter la suite aussi quand c'est pris à temps. Pour terminer cette conversation que j'ai trouvée super intéressante, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui démarre son projet de construction ou qui est en cours de construction, quel serait-il?
Prendre le temps de la réflexion. Bien souvent, on est pressé par les délais quand on achète un terrain. On doit déposer le permis avant une date certaine. Ça, c'est inscrit dans le compromis. Et ben, du coup, en amont, on demande, aux vendeurs et aux notaires des délais un petit peu plus longs. OK, Pourquoi? Parce que ça te permettra justement de bien pouvoir se renseigner, de prendre le temps d'être correctement accompagné et c'est pas un projet qu'on décide à la légère. ouais. Les délais se raccourcissent sur la partie réflexion, avant de déposer un permis de construire. Moi, j'ai des gens, je me souviens à l'époque, qui venaient me voir en me disant: «Voilà, on veut que le permis soit déposé dans 2 semaines». Et ben non, c'est une aberration. Ouais. Il y a tellement de choses à voir, tellement de sujets à développer et puis plus on a le temps, plus on peut en parler autour de soi et on a tous autour de soi une connaissance, quelqu'un qui a entendu parler, par exemple, de quelqu'un qui est sur les réseaux, d'un expert, d'un spécialiste, d'un architecte et cetera. Si on n'a pas le temps, du coup, on ne peut pas avoir toute cette partie-là. OK. Donc le meilleur conseil que je donne, c'est prendre le temps à la conception. Je peux dire que oui, parce que c'est exactement ce que je dis. Pour moi, il y a tellement de dépassements de budget après le dépôt de permis, des gens qui doivent faire des modifs de permis parce que ça dépasse, parce qu'ils se sont pas rendus compte ils ont pas bien préparé leur projet. Je trouve que 70 de la préparation d'un projet se fait avant le Ouais. dépôt de permis, parce que tu vas gérer et bien étudier ton terrain, bien gérer ton budget, déposer un permis que tu auras pas besoin de modifier. Si on peut éviter, on évite quand même, c'est des frais généralement. Et c'est aussi, une très, très grosse partie de la préparation de ton chantier. Si tes contrats et tes devis sont bien faits au départ et que ton plan est, aussi, bien calé, bah, tu vas pas avoir à revenir, dessus après en panique alors que tu as plus le temps, alors que ceci et cetera et cela donc merci Arnaud parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Et ben, c'était un vrai plaisir. J'adore ta veste. Je l'avais déjà repérée sur Instagram, Ah mais j'adore merci. ta polaire, elle est vraiment Oui, j'aime bien les couleurs en général. ouais, bah, écoute, c'est elle te va bien en plus. Je trouve qu'elle est chouette. Merci Arnaud d'être, venu sur le podcast, Chérie on construit pour répondre à toutes ces questions. On peut te retrouver sur Instagram, bientôt sur YouTube donc et sûrement sur YouTube quand l'épisode sortira donc je mettrai tous les liens, en barre d'infos et voilà, merci d'avoir accepté, l'invitation. Merci à toi. Voilà, j'espère que l'épisode avec Arnaud t'a plu, qu'il t'a aidé à voir plus clair sur ce que peut faire un expert en bâtiment et surtout pourquoi on peut l'appeler bien avant les catastrophes sur un chantier de construction. Retenez surtout ça, prenez bien le temps en amont, c'est un conseil qu'Arnaud vous a donné et je ne peux que le dire, tu m'entends suffisamment le répéter ici. Tu trouveras dans la description de cet épisode les liens vers son compte Instagram, son site internet et aussi vers ses formations en ligne. Et puis, je t'encourage vraiment à aller le suivre sur Instagram. Comme je disais au tout début, c'est très pédagogique et c'est aussi fait avec beaucoup d'humour. Donc, je t'invite à aller voir sa page et liker ses posts. Je te souhaite maintenant une très belle journée, après-midi, nuit, marche à pied, course ou trajet en voiture. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode de Chérie on construit. À bientôt!